Il va faire plus chaud en Nouvelle-Aquitaine pour ce 21e siècle, plus 2,5 degrés avec comme conséquence des sécheresses à répétition, des canicules plus fréquentes. Car avec le réchauffement climatique et le trop-plein de gaz à effet de serre, la pollution, eh bien la nature se transforme. Notre modèle économique n'est pas durable. Est-ce que c'est inquiétant? Sans doute, mais inutile de tergiverser. La réalité est là, il faut agir. Bonjour à tous. Le changement climatique, qu'est-ce qu'on fait? C'est le thème de ce dimanche en politique. Et pour en parler autour de cette table, Michel Galliot, vous êtes climatologue et vous avez été longtemps chargé de transmettre ces informations sur le changement climatique au GIEC, le groupe d'experts internationaux sur le climat. En face de vous, Jean-François Couty, bonjour. Vous êtes agriculteur, vous êtes aussi co-gérant de EOL 87. Vous avez créé une éolienne citoyenne, on en parlera évidemment dans cette émission. Léonore Monconduit, bonjour, conseillère régionale, coprésidente du groupe écologiste et citoyen. Et puis Antoine Gattet, vous êtes juriste de l'environnement. Merci à tous d'être présents sur ce plateau. Et je vous propose qu'on pose les bases de notre discussion. Quels sont les changements climatiques attendus en Nouvelle-Aquitaine? Michel Galliot. Eh bien, en Nouvelle-Aquitaine, il n'y a pas de surprise. C'est vrai que le réchauffement qu'on sent déjà actuellement, puisqu'on est déjà à plus d'1 degré, on est aux alentours d'1,2 degré en Nouvelle-Aquitaine, eh bien, il va se prolonger. Le réchauffement mondial est lancé. On ne va pas pouvoir l'arrêter. On pourrait le limiter. C'est d'ailleurs l'objectif qui a été étudié par le dernier rapport du GIEC qui complète le rapport Acclimatera de la région Nouvelle-Aquitaine. L'objectif serait de limiter le réchauffement à 1,5 degré, voire 2 degrés, sachant que ce sont des valeurs mondiales pour la fin du siècle, et on sait que la France et la Nouvelle-Aquitaine se réchauffent plus que la moyenne mondiale. Autrement dit, la Nouvelle-Aquitaine doit s'attendre dès maintenant à un réchauffement de 2,5 degrés. Alors ce réchauffement, il est dû à quoi, en résumé? Alors là aussi, il n'y a plus d'ambiguïté. Il est dû aux émissions de gaz à effet de serre qui sont rejetées par les activités humaines. Il y a maintenant un accord de quasiment tous les scientifiques. C'est une quasi-certitude. Alors en langage scientifique, il n'y a jamais de certitude absolue. On est toujours obligé de mettre ce petit bémol, mais tout le monde est d'accord. Voilà, c'est-à-dire que la priorité aujourd'hui, c'est notre consommation d'énergie fossile, pétrole, charbon, gaz naturel. Je vais me tourner vers vous, Jean-François Couty, car vous représentez un village, Riac-Lastours, en Haute-Vienne, qui a décidé de prendre les choses en main, justement, avec le changement climatique. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais écoutez, on a été un peu précurseur. Il y a 10 ans, on a commencé à vouloir monter une éolienne citoyenne. Et de cet élan, de ce parcours un peu atypique, de se regrouper avec la coopérative à l'époque, avec la CUMA, et de faire donc cette éolienne citoyenne a permis de faire de nombreuses choses sur le territoire. En plus de ça, c'est la citoyenne solaire qui a été créée à partir de ça, c'est faire des photovoltaïques sur des toitures, aussi bien des collectivités que des particuliers, pour que notre énergie soit sur le territoire et qu'elle nous appartienne à nous. Voilà. C'est-à-dire que vous n'êtes pas arrêté là, effectivement. Vous avez commencé par l'éolienne, ça a été compliqué, on y reviendra, oui. Mais en plus, vous faites du photovoltaïque et vous faites ça ensemble. Oui, on fait ça ensemble avec tous les gens qui ont démarré sur le projet et d'autres personnes, parce que ça a évolué. Et j'espère que ça évoluera encore. Même la commune a évolué, a fait une centrale solaire sur un terrain de la commune. Donc vous prouvez que c'est possible, mais vous êtes pour l'instant quand même un exemple isolé. Léonore Monconduit, comment la région peut faire pour aider? Parce qu'ils sont bien seuls pour l'instant, Riac-Lastours. Je pense que la région a beaucoup aidé les projets de ce type. En l'occurrence, Riac-Lastours est une commune particulièrement exemplaire qui agit pour agir en faveur de la transition énergétique. Alors comment on fait pour qu'elle se multiplie, ces communes exemplaires? Et justement, du coup, donc, la région Nouvelle-Aquitaine s'engage fortement pour la transition énergétique. Et cette commune est exemplaire parce que d'une part, elle promeut très activement le développement des énergies renouvelables, qui est un des piliers de la transition énergétique. Mais en plus, elle se fonde sur des projets citoyens, c'est-à-dire que c'est des projets qui sont à l'initiative de citoyens de la commune et dont la gouvernance est portée par ces citoyens eux-mêmes. Et par exemple, la région Nouvelle-Aquitaine soutient les projets citoyens d'énergie renouvelable quand un citoyen investit 1 euro dans ces projets-là, la Nouvelle-Aquitaine met 1 euro en face. Donc 1 euro investi égale 1 euro de la région en plus. Donc c'est un exemple. Dit comme ça paraît facile, mais Jean-François Couty, ça a été compliqué quand même à mettre en œuvre. Ça n'a pas été aussi simple que ça a mis des années. Mais tout ce qui est, de toute façon, éolien, c'est très dur, que ce soit aujourd'hui ou
Oui, il y a beaucoup de contraintes, beaucoup d'études, ce qui est normal d'ailleurs, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Mais là, je reconnais que la région a toujours été derrière nous et nous a toujours aidés. Même pour EOL 87, on a eu une avance remboursable de 100 000 €. Ça nous a aidés. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'études à faire, et on a beaucoup d'associations aussi qui se mettent contre ces projets-là. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas que certaines personnes, même de la communauté Glastour, qui sont en train de critiquer ces projets et sans rien faire. Alors, si au niveau de la région, et même de la région Aquitaine, si on parle de paysage aussi beaucoup, on parle que le paysage, ça cache le paysage de monter des éoliennes ou monter des panneaux photovoltaïques. Je pense que si le changement climatique est supérieur à 2,5 degrés, on n'aura pas besoin de s'inquiéter du futur paysage, parce qu'à mon avis, il n'y aura plus le paysage limousin. Ça sera fini. Il y a beaucoup de normes, ils viennent nous l'expliquer, c'est compliqué. Il y a aussi les associations finalement qui sont contre les éoliennes. C'est difficile aujourd'hui d'installer quelque chose dans notre pays en énergie renouvelable. Alors, il y a associations et associations. Hein. Il y a les associations de protection de l'environnement qui participent à la transition écologique. Il y a les associations locales de riverains qui défendent plutôt leur cadre de vie, et c'est légitime aussi, par rapport à la question paysagère en particulier. Les associations de protection de l'environnement, en général, soutiennent les projets qui vont dans le sens de la transition énergétique. Après, effectivement, il y a des contraintes environnementales aussi dans la transition énergétique. Mais je pense que c'est pas ça qui bloque. Hein. C'est d'abord une volonté politique qui bloque ce type de projet-là. C'est pas d'abord la question des normes ou autres. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. On envisage aussi les conséquences indirectes de certains projets. On va parler de la centrale bois de Buja, par exemple, qui est effectivement quelque chose qui utilise une ressource renouvelable. À savoir le bois, pour le transformer en pellet. En tout cas, c'est l'objectif de cette usine à pellet. Sauf que si on regarde bien, ces pellets torréfiés, ils servent à alimenter une centrale à charbon qui veut arrêter le charbon, mais ça reste du combustible de ce type-là. Et en plus, on a des impacts très forts sur la biodiversité ou les sols sur la montagne. Donc toutes les solutions ne sont pas... C'est pas parce qu'on est sur du renouvelable qu'on est forcément sur du vert totalement. C'est la même chose avec l'hydroélectricité. Donc il faut savoir aussi gérer correctement ces projets-là pour que la durabilité soit totale dans tous les cadres. Vous voulez nous dire qu'en fait, on ne peut pas remplacer aujourd'hui le pétrole par des énergies renouvelables, on ne peut pas faire la même chose? Alors, dans les scénarios énergétiques, la première chose, c'est de diminuer la consommation. C'est-à-dire, c'est vraiment de commencer à travailler là-dessus. On diminue la consommation, on regarde ce dont on a besoin et on pense à un mix énergétique. Il n'y a pas une solution miracle, il y a des solutions collectives qui commencent par la diminution de la consommation. Alors on parle d'énergie, je vais vous faire réagir sur le nucléaire. Évidemment, il y a 2 centrales ici sur la Nouvelle-Aquitaine. Ça ne produit pas de CO2. Léonore Monconduit, qu'est-ce qu'on fait dans ce pays justement d'opposants? On vient de le dire, c'est compliqué de faire du photovoltaïque, c'est compliqué de faire encore plus de l'éolien. Et les centrales nucléaires, on les conserve pour l'instant? Alors les centrales nucléaires, quoi qu'on pense du nucléaire par ailleurs, il faut aussi lier le fait que les centrales nucléaires sont extrêmement dépendantes de notre ressource en eau. Et je crois que c'est également une thématique qu'on va aborder dans le cadre des dérèglements climatiques, le rapport à Climatera notamment. Sur le nucléaire en tant qu'énergie, aujourd'hui, on fait comme les Allemands, on donne une date pour tout fermer, ou pour l'instant, oui, on en a besoin pour ne pas produire de gaz à effet de serre? Non, c'est une demande portée par les écologistes depuis longtemps, en effet, mettre fin au nucléaire parce qu'on peut faire autrement. Alors, on ferait comment ici en Nouvelle-Aquitaine? En développant, c'est exactement ce qu'a dit monsieur, c'est-à-dire en développant la transition énergétique au sens large, c'est-à-dire en diminuant la consommation globale d'énergie, en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments, des industries, et puis en développant les énergies renouvelables. C'est vraiment 3 piliers sur lesquels doit se fonder la transition énergétique, et sur ces 3 piliers, la région agit. Et pour les centrales nucléaires, il faut savoir qu'elles sont vraiment clairement menacées. Le danger du nucléaire s'accroît avec la baisse de leurs ressources en eau, puisque les centrales nucléaires ont besoin d'énormément d'eau pour être refroidies. Et on sait que c'est une menace supplémentaire avec la contrainte croissante sur la ressource en eau aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. Michel Galliot, je voudrais vous entendre sur le nucléaire. C'est vrai que ça ne produit pas de gaz à effet de serre aujourd'hui et qu'il y a beaucoup d'électricité, une grosse part de l'électricité française qui est produite comme ça. Comment on ferait aujourd'hui sans ces centrales? Alors, d'abord, la production d'électricité par une centrale nucléaire ne produit pas de gaz à effet de serre, mais la construction des centrales nucléaires, le traitement du minerai et ensuite le démantèlement et le stockage des déchets en consomment des gaz à effet de serre. Donc effectivement, il ne faut pas dire que c'est une consommation, c'est une émission plus faible que le pétrole, mais ce n'est pas une fabrication d'énergie sans émission. Il faut savoir que c'est un problème uniquement français ou de quelques pays. En
2010, le GIEC a produit un rapport sur l'énergie et sur les énergies renouvelables. Et le nucléaire n'en faisait pas partie. Et ce rapport a montré qu'à l'horizon 2050, on pouvait se passer des énergies fossiles, mais également du nucléaire. Donc voilà, tout ce que je peux dire, c'est que c'est tout à fait possible de s'en passer. Et qu'il faut y penser. Alors, c'est-à-dire qu'il faut mettre une date aujourd'hui. On a 2 centrales, encore je le répète, Civaux, Le Blayais, ici en Nouvelle-Aquitaine, il faut les fermer. Je pense que c'est à envisager. Hein. Ce n'est pas une solution d'avenir, donc il faut commencer à y penser. Ça ne veut pas dire qu'il faut demander à la fermeture dès demain, mais je pense que c'est quelque chose auquel il faut penser dès maintenant. Alors, on vient de s'intéresser à la production d'énergie ensemble. C'était évidemment un secteur clé pour le changement climatique, mais il y a bien d'autres domaines où il faut adapter les pratiques. Vous avez parlé de l'eau, Léonore Monconduit. Mais justement, je vous propose, sur la gestion de l'eau, de regarder ce reportage tourné par François Clapeau et Jean-Marie Arnal. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de larves. Ne parlons pas du poisson, il a disparu depuis 2 mois. Nous sommes dans le lit de la Valouane, une rivière à l'est de Limoges. Le sol n'est même pas humide, la sécheresse a déraciné des arbres. Pour le président des pêcheurs auviennois, la population n'a pas conscience de la gravité de la situation. Lorsqu'on habite à Limoges et que le matin on tourne son robinet, l'eau coule. Et lorsqu'on regarde la Vienne, la Vienne a de l'eau. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le soutien d'étiage de la Vienne se fait par le biais des grands barrages, en particulier du lac de Bassivière. Mais dès qu'on s'écarte un petit peu et qu'on va sur la réalité du terrain, elle est là. Changement de décor, cette fois à Émoutier, au bord de la Vienne, dans une partie où l'eau est déviée, justement pour alimenter le lac de Bassivière. Ce seuil, censé être sous l'eau, est aujourd'hui bien au sec et le débit est particulièrement faible. Quand on voit ces cailloux, moi je ne les avais jamais vus. Est-ce que toi tu avais déjà vu ces cailloux? Jamais. Pour le président de la Fédération de pêche, le problème dépasse largement la préservation du milieu aquatique. Il en appelle à un réveil citoyen. Au niveau des pouvoirs publics et des services de l'État en particulier, on devrait avoir une communication adaptée pour montrer la réalité des choses et non pas nous dire régulièrement on regarde le bulletin météo, il va faire bon ou bien est-ce qu'il y a une averse de prévu pour aller aux champignons. On a largement dépassé ce cadre. Ce n'est pas un problème exceptionnel qui surviendrait tous les 30 ans, c'est un problème récurrent tous les ans qui va aller en s'aggravant. Michel Galliot, ce constat du manque d'eau et des sécheresses récurrentes, on vient de le voir dans le reportage, ça ne vous surprend pas, j'imagine? Non, c'est effectivement dans le droit fil des modélisations climatiques. Depuis une dizaine d'années, elles nous annoncent une augmentation des sécheresses, alors baisse des précipitations et surtout augmentation de la température, donc assèchement des sols. Et du coup, effectivement, d'abord un problème pour la végétation, un problème également pour les rivières. Et pourtant, tant que l'eau coule au robinet, c'est ce qui est dit aussi dans ce reportage, finalement, on n'y fait pas attention. Jean-François Couty, vous êtes agriculteur, vous le constatez aussi, ce manque d'eau sur vos exploitations? Mais je pense qu'il n'y a pas que moi qui le constate en ce moment. Je crois que tous les agriculteurs le constatent, parce qu'il y a un manque de fourrage, un manque de beaucoup de choses, et ils sont... Vraiment, on a commencé, les agriculteurs qui ont des bovins ont commencé à donner, depuis le mois d'août, des fourrages et ils n'auront jamais assez de stock pour l'hiver, pour passer le stock. Et est-ce qu'il se pose la question de comment faire à l'avenir, justement, ou on n'est pas encore là? Je pense qu'ils sont pas trop encore là-dessus, mais ils se posent quand même des questions. Ils le voient par eux-mêmes, de toute façon. Ils sont sur le terrain, ils le voient par eux-mêmes, par rapport à l'eau, par rapport à tout ce qu'ils font cette année pour semer des prairies. C'est impossible de semer des prairies. Les prairies, ça ne pousse pas derrière. C'est comme du sable du Sahara derrière. Donc il va y avoir beaucoup de problèmes pour ce réchauffement climatique au niveau de l'agriculture. Ça va faire changer l'agriculture, je pense, dans les quelques années à venir, de 100%. Il va falloir qu'ils se remettent Du coup, il faut anticiper aussi l'eau Normand-Conduit. Que fait la région pour préserver cette ressource en eau? C'est marqué dans ce rapport à Climatera, vous l'avez tous sur ce bureau, c'est sorti cette année. Ça explique ce qui va se passer avec le réchauffement climatique ici dans notre région. Et l'eau, ça va être une problématique majeure. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, la région déjà prend acte du fait que les problématiques de ressources en eau sont différentes selon les territoires. Par exemple, ici en Limousin. En Limousin, par exemple, pas de nappe. Donc pas de nappe, voilà, c'est un territoire très granitique et du coup, il n'y a pas de réserve souterraine, par exemple. Donc, comment on fait, en effet, face à la raréfaction de la ressource en eau, il va falloir aller, le message qu'on porte, c'est qu'il va falloir aller vers une solidarité des usages croissantes. L'eau, elle sert pour l'eau potable, elle sert pour l'agriculture, elle sert pour les activités économiques, elle sert pour le nucléaire, je l'ai dit. Et du coup, comment on fait pour que, sur l'ensemble de ces usages, on diminue les besoins en eau?
Et ensuite, comment on priorise entre... Il va falloir justement prioriser. Et nous disons par exemple que le modèle agricole doit évoluer vers des productions qui sont plus à valeur ajoutée locale et qu'on doit moins se servir d'eau pour financer des productions, par exemple, de maïs, qui sont directement exportées pour largement plus de 50%, qui donc ont peu de valeur ajoutée localement et qui pourtant contribuent à dégrader encore la ressource en eau disponible. Alors changer le type de culture pour consommer moins d'eau, ça peut être une solution très concrète. Sur le dos de l'agriculture, on est bien. On est d'accord. D'ailleurs, on va parler de l'eau du robinet. Antoine Gattet, la ressource en eau potable est surveillée avec les pénuries comme en ce moment. Alors les préfectures prennent des arrêtés de restriction. Franchement, est-ce que ça fonctionne, ça ? Alors on est là sur la gestion des crises. C'est-à-dire qu'on a des périodes de l'année où on a des crises de sécheresse, où on a des crises de trop d'eau aussi, c'est le cas des inondations comme on l'a vu. On a des mécanismes pour gérer ces crises-là. D'un point de vue juridique, heureusement qu'on n'a pas attendu le réchauffement climatique pour commencer à penser la question de l'eau. Et on a, depuis la directive 4 sur l'eau en 2000, et depuis aujourd'hui, on en est à plusieurs programmes d'action, notamment dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ou des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, c'est des acronymes un peu barbares. Les SDAGE, oui. Les SDAGE et les SAGE, notamment sur le bassin de la Vienne. On a identifié depuis très longtemps ce problème de quantité. Et il y a des mesures qui sont prises. Et effectivement, dans les mesures qui sont préconisées et qui sont mises en œuvre aujourd'hui, il y a des changements de pratiques agricoles. Il y a tout le problème en termes de quantité sur les irrigants de l'aval du bassin de la Vienne. On a un peu moins de problèmes, nous, sur ces questions en Limousin, sur les têtes de bassin, parce qu'on n'est pas ça. Oui. Et un des secrets, c'est la préservation des milieux aquatiques, des zones humides, pour que la ressource soit en bon état et qu'on puisse l'utiliser. Ça, c'est une solution que vous préconisez, par exemple. Ça, c'est même pas moi qui la préconise. C'est l'ensemble des acteurs de l'eau qui, depuis plusieurs décennies maintenant, travaillent tous les jours avec 3 milliards d'euros aujourd'hui sur le bassin de la Vienne, par exemple, qui sont investis pour faire évoluer les pratiques et pour réussir à gérer ça. Alors, il faut préserver la ressource en eau, préserver les zones humides. Il y en a beaucoup ici en Limousin. Il y a un autre problème qui va se poser, ça c'est dans le rapport aussi, je cite les eaux de surface en bon état écologique, 36% des cours d'eau, c'est peu. Et alors pour les plans d'eau, c'est pire, 15% seulement. Alors sur l'objectif de bon état écologique, on s'était engagé en 2000 à avoir un objectif de 100% en 2015. C'est raté et largement. C'est raté, donc on s'est redonné un objectif pour 2021, on sait que ça sera plutôt 2027. Il y a à mon avis un manque de volonté politique sur ces questions-là, et je pense que ce qui se passe aujourd'hui dans des phénomènes comme ça, qui a été très bien résumé par la Fédération de pêche ici, c'est le fait qu'il va falloir s'y mettre un petit peu plus, quoi. Parce qu'on a s'y mettre un petit peu plus, ça veut dire quoi ? Je vous posais la question tout à l'heure. Il y a des arrêtés qui disent il faut arrêter par exemple d'arroser son jardin, on prend l'arrêté et puis on se dit ça y est, tout est fait. Mais est-ce que vraiment derrière il y a du contrôle ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Oui, mais ça c'est encore une fois de la gestion de crise. C'est-à-dire on gère la crise quand elle est là. Ce sur quoi on essaye de travailler tous les jours et toute l'année, c'est pour essayer que la crise ne produise pas ces effets-là, que les crises hydriques comme on a ne produisent pas ces effets-là. Donc là c'est vraiment des politiques de toute l'année et pas seulement de ce moment-là. Là on gère l'urgence. On a de plus en plus les moyens pour le faire, mais on gère l'urgence. Et sachant qu'il faut toujours donner priorité à l'eau potable. Et ça, c'est important. Et priorité aussi au milieu aquatique pour qu'il continue à bien fonctionner. Alors, je reste toujours sur l'eau et les problématiques de l'eau. Je me tourne vers vous, Jean-François Couty, et je vous prends votre casquette d'agriculteur, puisque quand on regarde les eaux souterraines, 40% sont déclassées, concentration trop importante en nitrates ou en pesticides. Alors, finalement, d'un côté, vous avez la sécheresse, de l'autre côté, la pollution. Vous faites comment, vous, les agriculteurs, aujourd'hui, c'est la tenaille ? Moi, je pense qu'au niveau du Limousin, je pense qu'au niveau des nitrates, on n'est pas trop... C'est pas l'endroit... C'est pas l'endroit, on a l'élevage extensif, donc c'est moins problématique, mais malgré tout. Mais c'est toujours problématique, il faut toujours diminuer ça. Après, il y a des choses qui sont complètement aberrantes. Je le vois, moi, dans notre petite commune avec la Sour, il y a 10 ans, on avait 4 puits qui donnaient X mètres cubes d'eau. Et on a perdu cette eau pour la commune et elle va se verser dans le fossé au lieu de se servir d'eau potable de la commune. Il y a des choses complètement aberrantes qui se font. Voilà. Après, c'est vrai, au niveau de l'agriculture, il va falloir qu'on se remette en question, c'est sûr. Les agriculteurs seront obligés de se remettre en question, sûr. Alors j'ai l'impression qu'ici autour de la table on fait tous le même constat finalement, et puis c'est dans ce rapport, ça a été dit, répété, la difficulté c'est de passer à l'action. Alors sur l'eau, vous nous avez proposé par exemple les zones humides, il faut les préserver, vous avez aussi proposé un mode d'action, mais comment est-ce qu'on peut faire agir ? Est-ce que c'est au niveau du citoyen que ça va se passer ? Comment on fait ? Alors, à mon sens, il y a une nécessaire complémentarité entre l'action citoyenne et le nécessaire relais politique qui doit être pris. Et donc, l'idée, c'est que les politiques sont là pour se faire le relais des mobilisations citoyennes, pour soutenir des projets pionniers comme celui de Riac-Lastour en matière énergétique, mais aussi pour soutenir, par exemple, pour l'agriculture biologique. Il y a de plus en plus d'appétence des consommateurs pour ce mode de consommation. Comment on fait pour avoir l'offre qui répond en face ? Comment on fait pour soutenir la transition de l'agriculture vers des modes de consommation qui plaisent aux citoyens ? On leur paye leurs aides qui apparemment ne sont pas payées
depuis voilà, longtemps, mais la région, par exemple, la région essaye de compenser la carence des aides. Oui, mais justement, les politiques, il y a différentes échelles de politique. Et en ce qui nous concerne, pour la région, on essaye de compenser la carence des aides politiques au niveau national ou européen pour le soutien à l'agriculture biologique. Il faut absolument qu'on soutienne l'engouement qu'il y a actuellement pour la conversion et le maintien de l'agriculture biologique. Est-ce qu'on en fait assez, justement? Vous, la région, vous dites, vous êtes active là-dessus. Mais est-ce qu'au niveau de l'État, est-ce qu'au niveau de l'Europe, on est assez actif? Alors, il y a des gros enjeux sur la PAC, notamment, qui arrivent, la politique agricole commune au niveau européen, et on espère que cette PAC va permettre de soutenir et de donner une impulsion réelle et vraiment engagée pour la transition radicale de l'agriculture en faveur de pratiques, que ce soit pour les consommateurs, mais aussi pour l'environnement. L'agriculture biologique, c'est bon sous tous les angles. Michel Galliot, ce qu'on ne mesure pas, j'ai l'impression, c'est que finalement, la ressource en eau, pour l'instant, le robinet, ça coule. C'est ce qu'on disait dans le reportage. Il faut s'attendre à ce que ça ne soit plus comme ça dans les années à venir. Ça peut arriver. C'est pas juste une des pistes proposées. Non, ça peut arriver. Alors, il faut savoir que le changement climatique se manifeste souvent par ces effets extrêmes. Hein. Mais la baisse des précipitations risque d'être graduelle. Et puis, une année, on va se retrouver avec, en particulier, surtout qu'un épisode de sécheresse agricole, ce qu'on a un petit peu cette année, oui. Et plus un épisode de sécheresse hydraulique. Et donc là, à ce moment-là, on aura vraiment des très gros problèmes. Et ça, les modèles climatiques nous montrent que ça va arriver. Bien sûr, ils ne sont pas capables de nous dire quelle année ça va arriver, mais ils nous montrent que ça va arriver. Alors nous venons de parler de l'eau, merci. C'est prioritaire pour la région avec le changement climatique. La difficulté avec ce changement climatique, eh bien, c'est détaillé dans ce rapport. J'y reviens encore, mais c'est qu'il faut tout aborder de front. Tout est lié en interaction, l'eau, mais aussi la fertilité des sols, le devenir des forêts. Et puis il y a l'air, évidemment, avec les tonnes de gaz à effet de serre que nous émettons tous les jours. C'est produit par les industries, le chauffage, les transports. Et il faut agir partout. C'est un modèle de société, en fait, qu'il faut transformer. Alors je prends la voiture comme exemple. Dans le rapport à Climatera, pour stopper le dérèglement du climat, l'objectif, c'est indiqué noir sur blanc là-dedans, c'est 0 émission de gaz à effet de serre. Il ne faut pas diminuer, il faut qu'il n'y en ait plus. Alors c'est un peu paralysant comme objectif, Michel Galliot, finalement. Pourquoi paralysant? J'aurais tendance à dire au contraire, il y a un challenge et ça pourrait être au contraire mobilisateur. Hein. Je pense à toutes les jeunes générations qui peuvent se dire, bon, là, il y a un challenge. C'est vrai que le gros problème, c'est le changement. C'est-à-dire changer de ses pratiques, s'adapter à une nouvelle donne. Et là, il y a un réel enjeu, d'ailleurs que le GIEC, mais également dans le rapport à Climatera, c'est bien pointé, comment entraîner l'adhésion des populations à un monde qui sera différent, qui ne sera pas forcément moins mauvais. Hein, la notion de bonheur est totalement déconnectée de la quantité d'énergie qu'on utilise. Mais il y a vraiment besoin de changer. Et je crois qu'il ne faut pas être perdant, il ne faut pas être désabusé. On a un problème, on a tous les éléments pour y faire face. Mais c'est tout de même un sacré changement. Je vais me tourner vers vous. Par rapport à ce que vous avez fait à Rilhac-Lastours, Jean-François Couty, vous avez produit de l'électricité. Est-ce que vous avez réfléchi à faire de l'autopartage, du transport propre, par exemple, tous ensemble dans ce village? Aller plus loin. On est en train d'y réfléchir de vendre notre électricité directement aux habitants. C'est en train de mûrir dans le projet, de vendre l'électricité directement. Déjà, on a pris un ERCOP et on va essayer de vendre l'électricité directement au plus près. Alors, on est un peu atypique à Rilhac-Lastours parce que l'éolienne est branchée sur une 20 000 volts et c'est vrai qu'on est largement autonome avec les panneaux photovoltaïques et l'éolienne. On fait presque 4 millions de kilowattheures par an, donc on est largement autonome. Mais si on pouvait vendre l'électricité directement, c'est une très bonne chose. Un, pour faire diminuer l'électricité pour les habitants. Parce en termes de coût et deux, éviter... Et en termes de transport, vous faites comment? Vous achetez une voiture électrique et vous la partagez à plusieurs? Voiture électrique, c'est déjà fait dans la société où je travaille. On a déjà une voiture électrique et des voitures hybrides pour travailler, pour faire de la route. Donc voilà. Vous l'avez déjà fait. Antoine Gattel-Limousin est dépendant de la voiture, comme beaucoup de territoires d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà effectivement prendre conscience que non seulement il faut qu'on réduise, mais qu'en plus on est dans un contexte où ça augmente naturellement. Si on est dans un contexte là, en termes de croissance démographique et d'activité, où on est plutôt parti sur du multiplié par 2, voire par 3 des consommations. Donc il faut vraiment que non seulement, il ne faut pas uniquement qu'on baisse la courbe ascendante, il faut qu'on arrive à la baisser totalement. Donc on a un vrai gros problème sur la question énergétique en particulier. Et sur cette question énergétique, je crois qu'il faut faire, je reviens un tout petit peu sur le nucléaire tout à l'heure, sur la question énergétique, le nucléaire c'est 15%.
On a tendance à dire que le nucléaire, c'est important. C'est important sur l'électricité, c'est effectivement 70%. Oui. C'est que 15% sur la question énergétique. Et en plus, ça baisse. C'est-à-dire que là, on est à 15% en 2017. Mathématiquement, ça baisse. Mathématiquement, ça baisse parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on a besoin des cours d'eau pour refroidir les centrales et qu'on va avoir de plus en plus de moments où ça va être difficile, je crois qu'on ne peut pas compter sur ça. Et en plus, ce n'est pas une ressource renouvelable, puisque ça utilise du minerai qui est en quantité limitée dans la couche terrestre. Donc, on n'est pas sur une ressource renouvelable, ce n'est pas une solution. Et sur la voiture, comment on fait aujourd'hui? Sur la voiture, se déplace en permanence, vous êtes probablement venu en voiture et c'est bien normal. C'est la seule solution aujourd'hui qu'on a à notre disposition réellement. Mais alors, ça a été dit tout à l'heure, le gros enjeu, et je pense que le secret d'une politique énergétique réussie, c'est la démocratie environnementale. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser et d'attendre des pouvoirs publics de faire les choses tout seuls. C'est-à-dire que c'est le consommateur qui fait tout. Il doit savoir bien se nourrir. Non, ça veut dire que le citoyen doit participer à la décision publique pour s'approprier la décision, la comprendre et être porteur d'idées aussi. Et je pense que sur cette question-là, on a des citoyens qui sont mobilisés. On a peut-être plutôt un problème d'ouverture de certains décideurs publics à la question citoyenne, c'est-à-dire aller chercher la parole locale, un peu moins dans des institutions comme le Conseil régional, qui est un peu plus proche du territoire, beaucoup moins dans des communes où on a des élus proches du territoire, mais au niveau de l'État, on ne sait pas encore faire complètement, aller chercher la compétence locale. Mais ça voudrait dire qu'ici, en région, on peut faire des choses et que l'État peut bloquer des projets ? Il y a parfois, oui, une différence, un décalage entre le volontarisme d'une collectivité et puis les blocages qu'on peut avoir par ailleurs. Et pour compléter sur la question de la voiture, nous, en Nouvelle-Aquitaine, on soutient très fortement le ferroviaire qui doit redevenir et qui doit être réaffirmé comme une priorité des transports au quotidien. Alors effectivement, le ferroviaire, les vélos électriques, les villes investissent, mais enfin, on est quand même très loin du compte. Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter là. Et le ferroviaire, on a les lignes. Il manque juste des investissements pour redonner... pour refaire un ferroviaire performant et qui réponde aux problématiques climatiques, quoi. Mais on a l'impression que ça va prendre du temps, tout ça, alors qu'on a le sentiment aussi, de notre côté, d'être dans l'urgence. C'est ce qu'on explique aux gens, c'est le sentiment qu'on peut avoir. C'est qu'il faut tout faire, il faut le faire maintenant. Effectivement, les rapports du GIEC et les climatologues nous donnent très peu de temps pour agir. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a les solutions. On a une grande partie des solutions, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient en termes de modèle de société, mais on risque d'être pris de court par le temps, par manque de volontarisme politique, souvent. En quelques mots, quelle est la remarque positive que vous voulez donner ici à nos téléspectateurs avant qu'on conclue cette émission ? Ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'en conciliant les mobilisations citoyennes et une prise de conscience réelle et transformant en actes de la part des politiques, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Michel Galliot, un mot sur les récentes marches citoyennes. Vous pensez que la prise de conscience est en marche? En quelques mots également. Écoutez, moi j'ai vécu à Limoges cette marche et j'ai rencontré des gens que je n'avais jamais vus, des jeunes et des gens surtout qui étaient inquiets. Je n'avais pas encore senti cette inquiétude du citoyen lambda face à la situation. Donc il y a une sorte de prise de conscience. Merci à vous tous d'être venus pour échanger sur ce plateau sur le changement climatique et les solutions qu'on peut apporter. Cette émission est à retrouver bien sûr sur notre site internet France 3 Nouvelle-Aquitaine. Dans un instant, votre page d'information régionale. Merci beaucoup.